Alors, bonjour à cette capsule de révision portant sur les vecteurs. Alors, dans le cadre de cette capsule-là, je vais faire un petit retour sur la technique de somme des vecteurs lorsqu'on connaît, entre autres, les composantes, puis dans certains cas où on ne connaît pas les composantes du vecteur. Ensuite, je traiterai du concept de la relation de Chassel, un concept qui risque de se retrouver sous forme de questions à choix multiples dans l'examen final. C'est relié à la somme vectorielle, c'est un cas particulier. On va faire un petit exemple sur ce qu'est la combinaison linéaire, tout à fait simple. Puis je traiterai aussi de la technique pour calculer le produit scalaire. Donc, vous comprendrez là, que c'est en raccourci que je vais faire ce retour-là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on fait la somme des vecteurs, il faut absolument connaître les composantes x et y. Des vecteurs, on ne peut pas les additionner de façon arithmétique. Un vecteur de 5 newtons plus un vecteur de 3 newtons, ça ne me donne pas un vecteur résultant de 8 newtons. Il faut partir du principe que les vecteurs correspondent à des flèches de translation correspondant aux déplacements horizontaux et verticaux qu'on a dans les composants. Alors, le vecteur A, ce serait déplacement de 2 unités pour un déplacement de 3 unités à la verticale. Je pourrais avoir un vecteur A qui pourrait avoir cette allure-là. Et un vecteur B qui est de déplacement horizontal de moins 5 pour un déplacement vertical de 2. Il pourrait ressembler un petit peu plus à celui-là. Alors, quand j'additionne les vecteurs, bien, le principe, c'est que je mets comme en tête à queue mes vecteurs. Donc, le vecteur résultant va correspondre finalement au déplacement horizontal résultant, puis au déplacement vertical résultant. Alors, c'est la raison pour laquelle ça me prend absolument les composantes. Alors, si je fais la somme vectorielle de A plus B, bien, je vais additionner les composantes X. Donc, j'aurai 2 plus moins 5, ça va me donner moins 3. Et j'additionnerai les composantes Y. Alors, 3 plus 2, 5. Alors, mon vecteur résultat aura les coordonnées moins 3, 5. Si on regarde dans mon estimation graphique, ça a du sens. Là. Déplacement horizontal de moins 3, déplacement vertical de 5 unités. Si je tiens à connaître la longueur de ce vecteur-là, il faut retenir qu'ensuite, après avoir obtenu les composantes du vecteur, on peut trouver la norme du vecteur, qui est en fait la longueur de la flèche de translation ou la longueur de la flèche représentant le vecteur en question. Bien, tout simplement, on part du principe que la flèche de translation correspond à l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Alors, je vais prendre les composantes x au carré et les composantes y au carré, les additionner pour ensuite trouver la résultante. Alors, Pythagore appliqué, ça revient à la racine carrée de la composante x au carré plus la composante y au carré. 25 plus 9, 34. Alors, la résultante, elle a une longueur de racine 34 de façon précise. Maintenant, si je ne connais pas les composantes d'un vecteur, je dois absolument les trouver. C'est le cas du vecteur C ici. Le vecteur C, petite représentation, c'est un vecteur qui a 10 newtons de grandeur de norme et qui est orienté à 30 degrés. Alors, 10 newtons avec un angle de 30 degrés ici. Si je complète avec les composantes Y et X, je m'aperçois qu'on peut appliquer les rapports trigonométriques pour trouver les composantes manquantes. Alors, si j'utilise le sinus de 30 degrés fois 10, j'obtiens une composante en Y de 0,5. Et si j'applique le cosinus de 30 degrés multiplié par 10, j'obtiens 8,6. J'y vais de façon arrondie. Alors là, je connais le vecteur, je connais les composantes du vecteur, je pourrais appliquer la somme. Si par exemple, j'avais la somme du vecteur A plus le vecteur C, bien, j'utiliserai les composantes du vecteur A et les composantes du vecteur C. 2 plus 8,6, ça me donne 10,6 en composante X. Et la somme des composantes Y, 3 plus 0,5, ça me donne 3,5 comme composante Y. Alors, 10,6, 3,5 correspond aux composantes de mon vecteur résultant, correspondant à la somme du vecteur A et du vecteur C.
Très bien. Je peux aussi mélanger des sommes vectorielles et ce qu'on appelle des multiplications par un scalaire. Un scalaire, je vous rappelle, ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre tout simplement arithmétique. Alors, il est possible de faire une chaîne d'opérations où on te demanderait d'additionner le vecteur A plus 3 fois le vecteur B, exemple. Alors ici, tu vois, on multiplie le vecteur B par un coefficient 3 qu'on appelle un scalaire. Très simple. Alors, je vais commencer par faire la multiplication, hein, la priorité d'opération. Alors, j'ai mon vecteur A qui attend, qui est 2, 3. Puis, je vais faire la multiplication par 3 du vecteur B, qui est moins 5, 2. Alors, c'est par distributivité qu'on y arrive. Alors, j'aurai le vecteur moins 15, 6, additionné au vecteur 2, 3. Alors, la résultante, 2 plus moins 15, moins 13. 3 plus 6, 9. Alors, mon vecteur résultant est le vecteur moins 13, 9. Je pourrais trouver sa norme en passant par le principe de Pythagore. Très bien. Alors, ça fait un peu le tour de la façon dont on va additionner des vecteurs. Maintenant, la relation de Chassel est un principe de somme vectorielle aussi, mais un principe bien précis qui a des applications plus géométriques. Si on prend une figure géométrique comme celle-là et que chacun des côtés, on les associe à un vecteur plutôt qu'à un segment, on peut appliquer la technique du tête à queue à plusieurs endroits. On dit que lorsqu'on est capable de mettre en tête à queue ou de faire correspondre des têtes avec la queue d'un autre vecteur, comme ce serait le cas ici. Alors, premier exemple que je vous propose pour réviser, c'est par exemple, je demandais de vérifier l'égalité suivante. Est-ce que AB plus BC est égal à AC? Vrai ou faux? Mais à ce moment-là, ici, on devra dire vrai. Parce qu'on a clairement la possibilité d'appliquer la technique où on fait correspondre la tête d'un vecteur avec la queue de l'autre. Mais la résultante, ça va être la queue du premier avec la tête du dernier. Je pourrais le faire avec 3-4 vecteurs de suite. Si par exemple, j'avais comme deuxième exemple AB plus BC plus CE. Alors, on voit ici que la tête du premier correspond à la queue du deuxième, la tête du deuxième correspond à la queue du troisième. À ce moment-là, ma résultante, ce sera la queue du premier avec la tête du deuxième. D'accord? Donc là, parfois, c'est facile de prouver ceci, puis on peut toujours graphiquement en faire la preuve à l'aide de notre figure. Hein? AB, ceci, plus BC, cela, plus CE, ceci. Alors, on voit qu'en tête à queue, lorsqu'on additionne des vecteurs, la résultante part de la queue du premier jusqu'à la tête du deuxième. Alors, c'est clairement le vecteur AE, comme on l'avait prédit par la relation de Chassel. Bon, parfois, mais ça nous demande une petite réflexion, une petite démarche parallèle pour prouver ce type de relation-là. Par exemple, comme troisième exemple, je vous donnais plutôt AB plus EC. Alors, est-ce que AB plus EC est égal à AE? C'est ce que je vous propose. Est-ce que AB plus EC est égal à AE? Ici, clairement, on ne peut pas appliquer directement Chassel. La tête ne correspond pas à la queue du suivant. Par contre, pour aller pousser un peu notre démonstration, pour aller vraiment vérifier si la preuve est bonne ou pas, on a le droit de remplacer un vecteur par un vecteur équivalent, un vecteur qui est égal tout simplement à celui-là, mais qui pourrait nous permettre d'appliquer Chassel. Je m'explique. Ici, j'ai le vecteur AB, mais je veux l'additionner au vecteur EC qui est ici. D'accord? Donc, le vecteur EC, on pourrait, oups, c'est pas super comme démonstration, je m'excuse. Alors, je n'effacerai pas, si vous me permettez, mon vidéo. Je vais plutôt reprendre avec un deuxième exemple. Alors, si par exemple, j'y allais avec AB et plus AD. Puis, je vous demande de vérifier si c'est équivalent au résultat de AC.
Alors, clairement, la tête de celui-là ne correspond pas à la queue de celui-là. Donc, je peux essayer de chercher, parce qu'ici, présentement, j'ai AB plus AD. Hein? Donc, existe-t-il dans mon schéma un vecteur équipolaire à AD qui me permettrait d'appliquer la relation de Chassel? Oui. En fait, on remarque que notre AD, ça correspond à BC, c'est le même vecteur. Alors, je pourrais substituer le vecteur AD par le vecteur BC. Et là, je peux faire mon tête à queue. L'équivalence, la résultante, donne clairement AC. Alors, ça veut dire qu'elle était vraie, cette équivalence-là. Si j'y vais avec, exemple, un autre exemple, je vais commencer par effacer celui-là, si vous me permettez. Alors, je vais être prudente comme quatrième exemple. Si, par exemple, on y allait avec CE plus AC, alors très simple, mais là, on voit clairement qu'on ne peut pas la faire, la relation de Chassel. Par contre, comme tantôt je disais, on a le droit de substituer un vecteur par un vecteur homologue équipolant pour pouvoir enchaîner la relation de Chassel. Mais on peut aussi permuter l'ordre des vecteurs sans problème. Ici, on voit que si c'était plutôt écrit de cette façon-là, hein, en les permutant, je vois clairement que la relation de Chassel s'applique, puis je peux dire que la résultante va être AE. Très bien. Donc, vous avez un exemple où on a pu permuter par un autre vecteur, un exemple où on a pu tout simplement changer l'ordre des vecteurs, un exemple où on a plus qu'un vecteur. Alors, on peut enchaîner la relation de Chassel avec plus qu'un vecteur. Donc, ça rappelle un petit peu le concept de relation de Chassel. Ensuite, on avait aussi le concept de combinaison linéaire. Le concept de combinaison linéaire, il dit en fait que lorsqu'on a deux vecteurs qui ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même orientation, il est possible de les additionner ou d'additionner leurs multiples pour trouver n'importe quelle résultante qui ne sera pas non plus collinéaire à ces deux vecteurs-là. Bon, c'est complexe, mais en fait, graphiquement, c'est mon vecteur 2, 3 que je pourrais représenter ici, qui serait mon vecteur A, puis mon vecteur B, qui serait plutôt celui-ci. Bien, puisqu'ils ne sont pas collinéaires, on peut les additionner directement ou en multipliant l'un de ces vecteurs-là ou les deux par un scalaire, on peut obtenir n'importe quelle autre résultante. Exemple ici, une résultante qui pourrait avoir comme composante 10, 1. Alors, on pourrait additionner ces deux vecteurs-là et finir par obtenir la résultante 10, 1, puisqu'il n'y a rien de ça qui correspond à des vecteurs collinéaires. Alors, la technique, l'équation mathématique de la combinaison linéaire, c'est qu'on cherche le vecteur A. OK? Alors, on peut chercher un coefficient multiplié par le vecteur A, additionner un coefficient multiplié par le vecteur B, qui pourrait nous donner le vecteur résultant 10, 1. Alors, on est certain que ça marche. Alors, il suffit simplement de chercher le scalaire que ça prend pour que cette équation-là soit validée. Alors, on y va algébriquement. Alors, ici, on a 2P plus moins 5S égale 10. Et on a 3P plus 2S égale 1. Et rendu là, on n'a qu'à appliquer une méthode algébrique qui pourrait être, exemple, la réduction ou ce que vous appelez l'élimination, ça pourrait être possible. Hein? Ici, on pourrait multiplier cette équation-là par 3, celle-ci par 2, et ensuite les soustraire. Alors, si vous me permettez, je vais déborder un petit peu. Alors, j'aurai ici la nouvelle équation 6P moins 15S égale 30. Et pour ce qui est de ma deuxième, 6P plus 4S égale 2. Je soustrais les deux équations. Mes P s'annulent. Je me retrouve avec moins 19S égale 28. Et j'aurai S est égal à moins 28 19e. Si vous me permettez, je ne passerai pas par la simplification. Et pour ce qui est de P,
Hein, je peux aller remplacer ma valeur de S connue dans une équation de mon choix. Exemple, 6P moins 15 fois moins 28 19e égale 30. Et je procède à l'isolement. Alors, j'aurai 30 plus 15 fois moins 28 19e. Et j'effectue finalement mon isolement de P. Alors, on va sauter cette étape-là par économie de temps. Alors, tu vois, il est possible de trouver un paramètre S. Il sera possible de trouver un paramètre P, c'est-à-dire des scalaires qui pourront être utilisés pour multiplier les deux vecteurs ici, les faire grossir ou les faire réduire pour que la résultante soit celle désirée. D'accord? Donc, c'est le principe de combinaison linéaire. Et pour terminer, le principe de produit scalaire, vous irez vous référer dans vos notes de cours. Vous avez deux formules pour pratiquer le produit scalaire. Alors, il y a une formule, produit scalaire en passant, le symbole est un point dominant qui représente la multiplication de deux vecteurs. Alors, la première est très simple. Elle consiste tout simplement à multiplier les composantes x, alors 2 fois moins 5, et à additionner par le produit des composantes y, 3 fois 2. Alors, moins 10 plus 6, alors moins 4. Le produit scalaire, le produit de deux vecteurs, s'appelle produit scalaire parce que la réponse n'est pas un vecteur. La réponse est un scalaire. Alors ça, cette méthode-là, elle est simple. Vous retrouverez la formule officielle dans vos notes de cours, mais elle s'applique si on connaît les composantes de nos deux vecteurs. Il existe une autre formule qui, elle, nous permet de travailler avec des vecteurs dont on connaît la norme plutôt. Alors, le produit des vecteurs, ou le produit des scalaires, correspond au produit de leur norme multiplié par le cosinus de l'angle qui est entre les deux vecteurs. C'est l'angle formé entre les deux vecteurs. Si j'accompagne cette explication-là d'un petit schéma, si par exemple on multipliait le vecteur C, hein, ici j'ai fait avec A et B, mais je pourrais très bien le faire avec exemple A et C sans problème. Alors je multiplierai la norme de A, la norme de C et l'angle formé entre les deux. Alors, ici, tu vois, tiens, il y avait une petite confusion ici. Je m'excuse une fois de plus. On va y aller avec les deux vecteurs qui sont déjà fournis. Hein? Alors ici, le vecteur, on va l'appeler D plutôt. D'accord? Alors, je vais y aller plutôt avec le produit du vecteur C et du vecteur D. Alors, on va multiplier leurs normes et multiplier l'angle formé entre les deux. Alors, le vecteur C, c'est un vecteur de 12 newtons qui fait 28 degrés. Et le vecteur D, c'est un vecteur un peu plus court, mais qui fait 100 degrés avec l'horizontale. Qui fait 100 degrés ici avec l'horizontale. Donc, si j'ai 100 ici puis 28 ici, vous comprendrez que l'angle entre les deux vecteurs sera de 72 degrés. C'est cet angle-là que j'ai besoin dans ma formule. Alors, tout ce que j'ai à faire ici, c'est multiplier la norme que je connais. Alors, 8 fois 12 fois le cosinus de 72 degrés. Alors, mathématiquement, en passant, n'oubliez pas, hein, quand on travaille avec les vecteurs et les angles formés entre les vecteurs, on doit travailler en mode degré, contrairement à lorsqu'on résout des fonctions trigonométriques, on est en radians. Alors, 8 fois 12 fois le cosinus de 72 degrés, ça donne 29,66. Alors, j'ai un produit scalaire hein, qui ne correspond pas à un vecteur, qui correspond à une valeur scalaire de 29,66. Évidemment, ça pourrait arriver qu'on ait à faire le produit entre un vecteur dont on connaît les composantes, puis un autre dont on ne connaît pas les composantes. Vous prendrez la formule que vous voudrez. Soit que vous preniez cette formulation-là, vous trouviez les composantes x, y, et ensuite vous appliquez cette technique-là. Ou vous prenez un vecteur dont vous ne connaissez pas la norme et l'angle, vous les trouvez avec vos rapports trigonométriques et vous appliquez la formule où on tient compte plutôt des normes de chaque vecteur. Alors, je vous souhaite bonne chance pour vos exercices sur les vecteurs.